16 février 1943. Berlin. Le ministre de l'Armement du Reich, Albert Speer, examinait les derniers rapports de progression en provenance de Norvège avec une confiance grandissante. Ces scientifiques de l'Institut Kaiser Wilhelm avaient calculé les données mathématiques avec précision. Pour construire un dispositif atomique, l'Allemagne avait besoin de 10 000 kg d'eau lourde. L'usine Norsk Hydro de Vemork, perchée sur une falaise dominant les gorges de la rivière Mona, en Norvège occupée, était la seule installation au monde à en produire à l'échelle industrielle. La production avait repris. Les Alliés avaient échoué à 2 reprises pour l'arrêter. Au rythme actuel, l'Allemagne accumulerait des stocks suffisants d'ici 18 mois. Speer passa en revue les dispositifs de sécurité avec satisfaction. Jan Vemork se trouvait sur un plateau montagneux à 1000 mètres d'altitude, accessible par un unique pont suspendu au-dessus d'une gorge de 200 mètres. La garnison allemande comptait 300 hommes. Le plateau environnant du Hardangervidda, l'une des zones sauvages de haute altitude les plus rudes d'Europe, était impraticable en hiver. Tout raid allié par des forces conventionnelles nécessiterait des mois de planification et subirait des pertes catastrophiques. Tout bombardement aérien risquait de détruire la population civile de la vallée en contrebas et, plus grave encore, la structure même de l'usine, dont les Allemands avaient besoin intacte. L'usine était intouchable. Le programme atomique était en sécurité. Ce que Speer ignorait, c'est que 9 Norvégiens, skis aux pieds et armes gelées aux mains, se cachaient dans une cabane de montagne primitive depuis 5 mois, par des températures inférieures à moins 30 degrés Celsius. Ils avaient mangé de la mousse de renne pour survivre. Ils avaient surveillé les patrouilles allemandes aux jumelles depuis des distances impossibles. Et cette nuit-là, ils étaient déjà en mouvement vers l'usine. En moins de 6 heures, ils allèrent détruire 4 années de production allemande d'eau lourde sans tirer un seul coup de feu. En moins de 48 heures, ils allaient s'évanouir à nouveau dans un blizzard, laissant les forces de sécurité allemandes fouiller un désert vide. En moins de 6 mois, leur action allait contraindre l'Allemagne nazie à abandonner sa voie la plus réaliste vers une arme atomique. 9 hommes à ski étaient sur le point de changer le cours de l'histoire du XXe siècle. L'obsession allemande pour l'eau lourde commença en 1938, lorsque les physiciens Otto Hahn et Fritz Strassmann réalisèrent la première fission nucléaire réussie de l'uranium à Berlin. Les implications furent immédiatement comprises par les scientifiques des 2 camps de ce qui allait devenir la guerre. Une réaction en chaîne contrôlée pouvait théoriquement libérer de l'énergie à une échelle sans précédent. Une réaction incontrôlée pouvait détruire une ville. L'eau lourde, ou oxyde de deutérium, était essentielle comme modérateur de neutrons pour l'approche allemande de cette réaction en chaîne. Contrairement au programme américain, qui allait finalement choisir le graphite comme modérateur, le physicien allemand Werner Heisenberg avait calculé que l'eau lourde était la solution optimale. Elle absorbait moins de neutrons que l'eau ordinaire. Elle était stable, fiable et théoriquement élégante. Il y avait un problème. L'eau lourde n'existait dans la nature qu'en quantité infime, environ 1 part pour 40 millions dans l'eau ordinaire. La séparer nécessitait d'énormes quantités d'électricité et un équipement d'électrolyse en cascade hautement spécialisé. En 1940, la seule installation au monde capable d'en produire en quantité significative était une centrale hydroélectrique construite à même le flanc d'une falaise norvégienne. L'usine Vemork de Norsk Hydro avait été construite en 1911 pour exploiter la puissance colossale de la rivière Mona. En 1934, ces ingénieurs avaient réalisé que le processus d'électrolyse utilisé pour produire des engrais azotés créait de l'eau lourde comme sous-produit. Ils avaient installé une unité de production d'eau lourde presque comme une idée après coup. En 1940, elle produisait 12 kg par mois. Lorsque l'Allemagne envahit la Norvège en avril 1940, la prise de Vemork figurait sur la liste des cibles de la Wehrmacht dès la première semaine d'occupation. Quelques jours après la capitulation norvégienne, des scientifiques allemands arrivèrent pour évaluer l'installation et exigèrent immédiatement que la production soit portée à 3000 kg par an. La totalité du stock existant, soit 185 kg,
fut saisi et expédié à Berlin. Le professeur Leif Tronstad, le scientifique norvégien qui avait aidé à concevoir le système de production d'eau lourde à Vemork, comprit immédiatement ce que signifiait l'intérêt allemand. Aussi, il envoya un message au service de renseignement britannique via la résistance norvégienne. L'Allemagne tente de construire une arme atomique. Vemork en est la pierre angulaire. Quelque chose doit être fait. Ce message déclencha une série d'événements qui allaient envoyer 9 hommes dans la nature la plus inhospitalière d'Europe. À Londres, le Special Operations Executive, SOE, reçut les informations de Tronstad avec une inquiétude qu'il peinait à quantifier. En 1942, personne ne savait précisément à quel point la création d'une arme atomique était proche, ni même si c'était possible. Mais les scientifiques conseillant le gouvernement de Churchill étaient catégoriques. Cette éventualité ne pouvait être ignorée. Si l'Allemagne parvenait à concevoir un dispositif atomique, même 1 an avant les Alliés, les conséquences seraient incalculables. La première réponse alliée fut l'opération Grouse en octobre 1942. 4 agents norvégiens, membres de la compagnie indépendante norvégienne 1, connue sous le nom de compagnie Linge, furent parachutés sur le plateau du Hardangervidda pour préparer le terrain à une force d'assaut plus importante. Ils avaient été choisis pour des raisons précises. Tous 4 avaient grandi dans la région. Tous 4 pouvaient traverser la Vidda à ski dans des conditions qui tuèrent des hommes ordinaires. Leurs noms étaient Jens Anton Poulsson, Arne Kjellstrup, Claus Elberg et Knut Haugland. Ils atterrirent dans l'obscurité sur un plateau désert, sous une neige battante, et firent immédiatement face à leur première crise. Donc les conteneurs de ravitaillement avec leur équipement avaient atterri à des kilomètres de la zone de largage. Poulsson consignera plus tard « Nous avons cherché pendant 2 jours dans un blizzard total. Quand nous avons enfin localisé les conteneurs, la moitié de notre nourriture était détruite. Nous avons calculé que nous avions des rations pour 3 semaines. Nous allions devoir survivre pendant 3 mois. » S'ensuivit l'une des périodes d'endurance et de survie les plus éprouvantes de l'histoire des opérations spéciales. Les 4 hommes vivaient dans une cabane primitive nommée Swallow, se déplaçant périodiquement pour éviter les patrouilles allemandes, survivant grâce aux rennes qu'ils chassaient sur le plateau, rationnant leurs munitions car chaque coup de feu risquait d'être détecté. Les températures chutèrent à moins 35 degrés. L'équipement gela. Les batteries de la radio moururent et durent être réchauffées contre leur corps pour transmettre des messages à Londres. Londres, entre-temps, avait planifié la force d'assaut, proprement dite. L'opération Freshman devait envoyer 2 planeurs transportant 34 Royal Engineers et une petite équipe de guides norvégiens pour atterrir sur la Vidda, rejoindre l'équipe Grouse et attaquer l'usine à pied. Les ingénieurs devaient pas poser des charges explosives dans les cellules de production d'eau lourde et se replier à pied vers la Suède. Dans la nuit du 19 novembre 1942, les 2 planeurs décollèrent d'Écosse, remorqués par des bombardiers Halifax. L'opération fut un échec catastrophique. Non, les 2 câbles de remorquage se rompirent dans des conditions de givrage sévères. Les 2 planeurs s'écrasèrent contre les montagnes norvégiennes. Certains ingénieurs périrent dans les crashs. Les survivants, blessés et dispersés, furent capturés par les forces allemandes en quelques heures. En vertu de l'ordre sur les commandos émis par Hitler en octobre 1942, ils furent exécutés. À Londres, l'échec fut dévastateur. L'équipe Grouse sur le plateau reçut la nouvelle par radio. Poulsson écrivit « Nous sommes restés assis en silence. Il n'y avait rien à dire. Nous avons compris que nous étions totalement seuls. Nous avons continué d'attendre. » Ils attendirent encore 5 mois. Le général d'air infanterie Nicolas von Falkenhorst, commandant les forces allemandes en Norvège, y reçut le rapport sur les suites de l'opération Freshman avec une satisfaction professionnelle. Les Alliés avaient tenté l'approche évidente, un assaut conventionnel par des ingénieurs entraînés, et cela avait échoué précisément comme ces dispositifs de sécurité l'avaient prévu. Il renforça immédiatement la garnison de Vemork, ajouta des projecteurs sur le pont suspendu, augmenta la fréquence des patrouilles sur le plateau environnant et ordonna le positionnement de batteries anti-aériennes autour du site. Il rédigea ensuite une évaluation pour Berlin. L'usine est sécurisée.
Les tentatives alliées de la détruire par des moyens conventionnels ont échoué et continueront d'échouer. Le terrain seul constitue notre défense la plus efficace. Aucune force capable de détruire l'usine ne peut traverser le Hardanger Vida en hiver. Ah, c'était un général compétent, appliquant une logique militaire solide. Il n'avait pas tenu compte de ce qui se préparait alors dans un centre d'entraînement du Special Operations Executive en Écosse. 6 hommes, tous norvégiens, tous membres de la compagnie Linge, s'entraînaient pour une opération qui violait tous les principes de la planification d'un assaut militaire conventionnel. Ils seraient parachutés sur la Vida en hiver. Ils rejoindraient l'usine à ski. Ils entreraient par un itinéraire que la sécurité allemande avait jugé physiquement impossible. Il n'y aurait pas d'ingénieurs, pas d'experts en explosifs acheminés par avion. Ces 6 hommes étaient les experts en explosifs. L'opération fut baptisée Gunnerside. Les 6 hommes étaient Joachim Rönnberg, qui, à 23 ans, commanderait la mission, Friedrich Kaiser, Caspar Idland, Hans Storhaug, Birger Strömsheim et Knut Haukelid. Ils avaient été sélectionnés parmi des volontaires ayant fui la Norvège après l'invasion allemande, gagné la Grande-Bretagne et passé 2 ans à s'entraîner dans des conditions de plus en plus difficiles. Ce n'étaient pas des soldats au sens conventionnel. C'étaient des scientifiques, des ingénieurs et des hommes de plein air à qui l'on avait appris à tuer silencieusement et à manier les explosifs avec une précision chirurgicale. Rönnberg reçut les paramètres de la mission. Son équipe rejoindrait les survivants de l'équipe Grouse, désormais appelée Swallow, sur la Vida. Ensemble, 15 hommes s'approcheraient de l'usine par un itinéraire que la sécurité allemande avait cartographié et écarté car jugé impraticable. Ils descendraient dans la gorge, s'y traverseraient la rivière et escaladeraient la falaise jusqu'au sous-sol de l'usine. Ils entreraient par un conduit de câble que Tronstad, le concepteur, avait spécifiquement identifié depuis Londres comme une voie de pénétration possible. Ils détruiraient 18 cellules d'électrolyse dans la cascade de haute concentration d'eau lourde. Ils ne feraient aucune victime si possible. Et ils disparaîtraient. Rönnberg étudia le plan pendant des jours. Demanda une modification. Il voulait une équipe principale pour poser les charges et une équipe de couverture pour tenir l'extérieur. Londres approuva. Il se choisit lui-même, ainsi que Kaiser et Idland, pour l'équipe de démolition. Les autres assureraient la sécurité extérieure. Dans la nuit du 16 février 1943, l'équipe Gunnerside fut parachutée d'un bombardier Halifax sur le Hardanger Vida. 4 des 6 hommes disparurent immédiatement dans l'obscurité et la neige soufflait lors de l'atterrissage. Ils passèrent 3 heures à se retrouver dans le blizzard. Puis ils commencèrent à skier vers l'est, en direction de la position de l'équipe Swallow. Lorsque l'équipe de Rönnberg atteignit la cabane Swallow le 22 février, l'isolement de 5 mois du groupe de Poulson les avait réduits à un état physique qui choqua les nouveaux arrivants. Poulson avait perdu 15 kg. Les mains de Haugland montrèrent les premiers signes de gelure. Leur équipement était usé jusqu'à la corde. Pourtant, le moral, selon tous les témoignages, était inébranlable. Les 9 hommes passèrent 48 heures à réviser le plan et étudiant la maquette de l'usine fournie par Tronstad depuis Londres, répétant la séquence d'action à l'intérieur de l'installation avec un niveau de précision qui leur permettrait d'opérer dans l'obscurité totale. Chaque homme de l'équipe de démolition pouvait assembler et placer les charges les yeux bandés. Rönnberg l'exigeait. Ils identifièrent l'itinéraire. Une voie ferrée descendait du plateau vers le fond d'une vallée située 200 mètres sous l'usine. La sécurité allemande avait positionné ses principales défenses sur le pont suspendu, qui était l'unique approche logique. Mais les renseignements de Tronstad avaient identifié une alternative. Un ravin escarpé sur le côté ouest de l'usine, répertorié par la sécurité allemande comme infranchissable en hiver, menait au point d'entrée du conduit de câble. La sécurité allemande avait évalué le ravin correctement selon les standards conventionnels. Il était effectivement infranchissable. Les 9 hommes prévoyaient d'utiliser ce fait comme leur principale protection. Dans la nuit du 27 au 28 février 1943, à 22 heures, les 9 hommes descendirent du plateau dans les gorges de la rivière Mona.
la température était de moins 20 degrés. La glace recouvrait les rochers de la rivière. Ils traversèrent à pied, les bottes dans une eau qui aurait paralysé des hommes non acclimatés en quelques minutes. Ils commencèrent l'ascension de la falaise sur le flanc ouest. Klaus Hellberg, qui connaissait ce terrain depuis l'enfance, mena l'ascension. Il avait dit simplement à Runberg « J'ai grimpé pire que ça ». Ce n'était pas vrai. Mais il l'avait grimpé. À 0h30, les 9 hommes atteignirent pour la voie ferrée au-dessus du niveau de la gorge. Ils découpèrent une clôture et commencèrent à se diriger vers l'usine. La garnison allemande à Vemork, la nuit du 27 février, comptait 300 hommes. La rotation des gardes sur le pont suspendu était de 2 hommes, changés toutes les 2 heures. La sécurité intérieure de l'usine reposait sur les ouvriers norvégiens eux-mêmes, tenus par les règles d'occupation de signaler toute irrégularité. Les gardes allemands n'avaient pas reçu de consignes spécifiques sur ce qu'il fallait surveiller, car l'évaluation de sécurité avait jugé impossible une approche par les gorges de l'Ouest. Ils surveillaient le pont. À l'intérieur de l'usine, l'équipe de nuit terminait ses dernières heures. La cascade de haute concentration, à la série de 18 cellules d'électrolyse produisant le concentré d'eau lourde, fonctionnait en continu. Chaque cellule était un cylindre d'acier d'environ 1 mètre de haut. La cascade produisait de l'eau lourde, concentrée à un rythme qui avait récemment été augmenté, sur ordre allemand, à 150 kg par mois. 9 mois de production accumulée reposaient dans des réservoirs de stockage en attendant leur transport vers Berlin. Runberg mena l'équipe de démolition au point d'entrée du conduit de câble à 0h45. Le conduit, un passage à peine assez large pour qu'un homme puisse y ramper, passait sous le plancher de l'usine jusqu'au sous-sol. Tronstad avait précisé que c'était le seul point d'entrée qui contournait les principaux postes de sécurité. Il l'avait conçu lui-même. Un par un, les 3 hommes de la démolition rampèrent dans le conduit jusqu'au sous-sol. Le reste de l'équipe tenait les positions extérieures, armes prêtes. À l'intérieur, Runberg trouva un unique ouvrier norvégien, Johansen, effectuant des vérifications de routine. Il plaça sa main sur la bouche de l'homme par derrière et dit calmement en norvégien « Nous sommes des soldats norvégiens. Vous ne courez aucun danger. Restez silencieux et allongez-vous. » Johansen, qui comprit immédiatement ce qui se passait, obéit sans un mot. Il dira plus tard « Je n'avais pas peur. J'étais fier. » Runberg, Kaiser et Idland travaillèrent dans la pénombre, leurs lampes frontales réglées sur une visibilité minimale. Chaque homme avait mémorisé ses cellules spécifiques. Dont les mains de Kaiser étaient aussi froides à cause de l'ascension qu'il laissa échapper la première charge. Il pressa ses mains contre sa poitrine pendant 60 secondes pour retrouver ses sensations, puis continua. Les charges étaient composées d'explosifs plastiques avec des détonateurs à crayon. Runberg les avait conçues spécifiquement pour cet espace. Elles étaient assez petites pour être placées sans toucher l'équipement adjacent, assez puissantes pour briser les cellules de manière irréparable et assez directionnelles pour minimiser les dommages structurels à l'usine elle-même. À 1h17, Runberg donna le signal. Les mèches furent allumées. L'équipe avait 30 secondes. Ils repassèrent par le conduit en quelques instants et étaient dehors, sprintant vers la gorge lorsque les charges détonnèrent à 1h18. L'explosion fut moins bruyante que prévu. Les gardes allemands sur le pont entendirent ce que l'un d'eux décrivit dans son rapport comme un petit bang, comme une porte claquant dans le vent. Le temps qu'ils enquêtent, les 9 hommes descendèrent déjà dans la gorge. Les dégâts étaient totaux. Les 18 cellules d'électrolyse de la cascade de haute concentration étaient détruites. 500 kg de concentré d'eau lourde, soit 9 mois de production, s'étaient répandus sur le sol du sous-sol et s'étaient écoulés dans la montagne. La cascade elle-même nécessiterait des mois de réparation, si tant est qu'elle puisse être réparée. Les Allemands découvriraient, dans les semaines suivant le raid, que certains composants spécialisés étaient pratiquement irremplaçables dans l'Europe occupée. Le général von Falkenhorst arriva à Vemork le lendemain matin et passa 4 heures dans le sous-sol endommagé. Son aide de camp nota que le général ne dit mot pendant l'inspection. Lorsqu'il en sortit, il déclara à son état-major
C'est l'acte de sabotage le plus admirable de toute la guerre. Il ordonna ensuite la chasse à l'homme la plus vaste de l'histoire de l'occupation norvégienne. 3000 soldats de la Wehrmacht furent aussitôt déployés sur le Hardangervidda en moins de 24 heures. Ils ne trouvèrent rien. Les 9 hommes s'étaient séparés comme prévu. 6 allaient reparcourir 400 km à ski jusqu'en Suède. 3 resteraient sur le plateau en tant qu'équipe de réserve pour de futures opérations. Ils se déplacèrent délibérément pendant des blizzards et utilisant une météo qui clouait au sol les avions de recherche de la Luftwaffe et ralentissait les patrouilles de ski allemandes à une fraction de leur capacité habituelle. Le groupe de Rönnberg a skié sans interruption pendant 18 jours, couvrant des distances que les planificateurs militaires à Londres avaient calculées comme le maximum réalisable dans des conditions optimales. Ils sont arrivés en Suède après avoir perdu collectivement 40 kg et 4 des 6 hommes souffraient de gelures. Personne n'avait été capturé. Personne n'avait été tué. Aucun soldat allemand n'avait été blessé au cours de l'opération. À Londres, lorsque le signal de réussite est arrivé, le professeur Tronstad a pleuré. Il avait envoyé ses hommes dans des conditions qu'il connaissait mieux que quiconque. Il ne s'était pas permis de calculer leurs chances de survie. La réaction de l'Allemagne nazie au raid de Wehrmacht a révélé une erreur de calcul stratégique qui allait aggraver les dommages initiaux de manière exponentielle. Plutôt que de donner immédiatement la priorité à la reconstruction de la cascade, le Reich a débattu de l'opportunité de transférer l'ensemble du programme d'eau lourde en Allemagne, de reconstruire Wehrmacht sous une sécurité renforcée, ou de poursuivre la voie alternative de la modération au graphite qu'Eisenberg avait écarté. Le débat lui-même a consommé des mois. La reconstruction, lorsqu'elle fut enfin approuvée et achevée, a offert une seconde opportunité que les planificateurs alliés avaient anticipée. Le 16 novembre 1943, 143 bombardiers américains B-17 ont frappé Wehrmacht depuis la haute altitude, détruisant les installations de surface. Le raid a tué 22 civils norvégiens et a considérablement endommagé l'usine, mais la cascade d'eau lourde elle-même a survécu dans son sous-sol. Les ingénieurs allemands ont calculé que la production pouvait reprendre. L'acte final est devenu de Knut Haukelid, l'un des 3 hommes restés sur la Vida. Il surveillait la situation depuis des mois grâce à des contacts au sein de la résistance. Au début de l'année 1944, il apprit que les Allemands avaient décidé de transférer tout le stock d'eau lourde restant en Allemagne par rail, puis par ferry à travers le lac Tinjo. Si ce stock atteignait les centres de recherche allemands, il relancerait le programme avec des années de matériel accumulé. Haukelid a organisé une équipe de 4 hommes. Dans la nuit du 19 au 20 février 1944, ils se sont infiltrés à bord du ferry Hydro à son quai sur le lac Tinjo et ont placé une bombe à retardement dans la cale. Le lendemain matin, le ferry transportant le reste du stock d'eau lourde allemand a coulé dans la partie la plus profonde du lac. 18 civils norvégiens ont péri, un coup qui a hanté Haukelid pour le reste de sa vie. Mais l'eau lourde avait disparu. 26 fûts d'eau lourde concentrés gisaient au fond du lac le plus profond de Norvège. Werner Heisenberg, qui avait misé sa réputation scientifique sur l'approche de l'eau lourde pour la fission atomique, a examiné les rapports en provenance de Norvège et a compris. Le programme ne pouvait pas s'en remettre. Le matériel accumulé par des années de production avait été détruit 2 fois. Les installations spécialisées avaient été bombardées et sabotées. Ici, la voie alternative du graphite, que les scientifiques américains poursuivaient déjà, exigerait que l'Allemagne recommence tout sur des bases qui n'existèrent de plus. Il ne croyait plus que l'Allemagne puisse construire une arme nucléaire avant la fin de la guerre. Il avait raison. Albert Speer, examinant l'histoire du programme atomique allemand après la guerre, a identifié l'opération Wehrmacht comme l'unique tournant décisif. Il a écrit dans ses mémoires « Le sabotage de l'usine d'eau lourde a été l'événement décisif. Il a forcé un recalcul qui n'a jamais été fait honnêtement à l'époque. Nous avons perdu des années que nous n'avions pas. Les hommes qui ont accompli cela étaient des soldats extraordinaires. Mais ce qu'ils ont détruit n'était pas une installation. C'était une ligne temporelle. Les physiciens allemands qui avaient travaillé sur le programme d'uranium étaient détenus à Farm Hall, en Angleterre, en 1945,
tandis que les services de renseignement britanniques enregistraient secrètement leurs conversations. Lorsqu'ils ont appris la nouvelle du bombardement atomique d'Hiroshima, leur réaction a été l'incrédulité. Non pas devant la dévastation, mais devant la prouesse scientifique. Heisenberg lui-même a d'abord douté que les Américains aient réellement réussi à briser l'atome. Il a déclaré « Ils n'ont pas pu construire une véritable machine à uranium. C'est impossible. » Son collègue Otto Hahn l'a corrigé avec le calme dévastateur d'un homme qui comprenait exactement ce qui s'était passé. Ils l'ont fait. Et la différence entre eux et nous, c'est qu'ils ont eu le temps. Le temps avait été arraché au programme allemand une nuit de février 1943 par 9 hommes à ski qui étaient mis et descendus dans une gorge que la science militaire jugeait infranchissable. Les 9 hommes des opérations Grouse et Gunnerside sont retournés en Norvège après la libération en 1945, recevant un accueil qu'aucun d'entre eux ne s'était permis d'anticiper. Rönnberg avait 25 ans. Poulson avait passé au total 11 mois sur le Hardangervidda pendant la guerre. Åkerlid était resté en Norvège pour mener des opérations de résistance jusqu'à la reddition allemande. Ils ont été célébrés comme des héros, ce qu'ils étaient, mais la reconnaissance la plus importante à leurs yeux est venue des scientifiques. Niels Bohr, le physicien danois qui avait fui le Danemark, occupé par les nazis en 1943, pour rejoindre le projet Manhattan, a dit personnellement à Rönnberg que l'opération Vemork avait, selon lui, éliminé la menace la plus réaliste d'une capacité atomique allemande. « Vous ne saviez pas précisément ce que vous empêchiez, lui a dit Bohr, mais vous l'avez empêché totalement. » Rönnberg, qui a vécu jusqu'à 99 ans et a passé des décennies à discuter de l'opération avec des historiens, revenait systématiquement à une seule observation. Il ne parlait jamais de la mission en termes d'héroïsme. Il la décrivait comme un problème technique nécessitant des solutions techniques. Nous avions une liste de composants spécifiques à détruire. Nous les avons détruits. Le reste n'était qu'endurance et préparation. Ce qu'il s'est autorisé à dire, sous la pression, c'est que les mois d'entraînement et les 5 mois de survie sur la Vida par l'équipe Swallow avaient rendu le problème technique soluble. Ils étaient là quand nous sommes arrivés. C'était tout ce qui comptait. Les officiers allemands, qui avaient conçu la sécurité de Vemork et jugé la gorge ouest infranchissable, n'avaient pas tort selon les normes de l'analyse militaire conventionnelle. Ils n'avaient pas pris en compte des hommes qui avaient passé leur enfance sur cette montagne précise. Des hommes prêts à ramper dans un conduit par moins 20 degrés, parce que celui qui l'avait conçu leur avait dit que c'était possible. Des hommes ayant skié 400 km vers la Suède avec des mains gelées parce que l'alternative était inacceptable. La science militaire, appliquée avec compétence, avait déclaré l'usine sécurisée. Les 9 Norvégiens n'étaient pas d'accord, tout simplement. La leçon plus large que les analystes militaires allemands ont tirée de Vemork après la guerre ne portait pas principalement sur les tactiques de commando ou la guerre hivernale. Elle portait sur le renseignement. La connaissance qu'avait Tronstad de l'intérieur de l'usine, de son conduit de câble, de la disposition de sa cascade et de ses failles de sécurité, valait plus que n'importe quel nombre de troupes d'assaut conventionnelles. Il avait conçu la vulnérabilité lui-même. Il savait où elle se trouvait. Et il avait envoyé des hommes en qui il avait confiance dans des conditions qui auraient dû les empêcher de l'atteindre. Le général Oberst Alfred Jodl, examinant les échecs des opérations spéciales en captivité, a spécifiquement identifié Vemork. Nous avons sécurisé le périmètre et oublié le concepteur. L'homme qui a construit la chose savait où elle pouvait être brisée. Lorsqu'il s'est échappé à Londres, nous avions déjà perdu l'usine. Nous ne le savions simplement pas encore. L'usine de Vemork se dresse toujours sur son promontoire au-dessus des gorges de la rivière Mona. Le pont suspendu traverse toujours le gouffre où les gardes allemands surveillaient la mauvaise approche dans la nuit du 27 février 1943. Le sous-sol où Rönnberg a placé ses charges a été préservé en tant que musée. Les 18 cellules d'électrolyse, détruites en 90 secondes par une détonation contrôlée, ont été partiellement reconstruites pour montrer ce à quoi elles ressemblaient. Les visiteurs descendent dans le sous-sol et se tiennent là où 3 hommes ont placé leurs charges à l'aide de lampes frontales tamisées, alors que des gardes allemands
se tenait à 60 mètres de là, sur un pont. L'espace est froid, même en été. Les murs sont de pierre et de béton d'1 mètre d'épaisseur. Le silence est total. En se tenant là, il est possible de comprendre à la fois à quel point l'endroit était formidable et comment, exactement, précisément, il a été brisé. Pas par la force, pas par la puissance aérienne, pas par un assaut militaire conventionnel, par une préparation si minutieuse que l'impossible avait été réduit à un problème technique avec une solution connue. Le Red Ball Express avait prouvé que la logistique déterminait la stratégie. Vemork a prouvé quelque chose de différent, mais d'également décisif. Et cela a prouvé que la précision, au bon moment et sur la bonne cible, pouvait altérer complètement et définitivement la réalité stratégique avec seulement 9 hommes et une poignée de charges d'explosifs plastiques. Werner Heisenberg a passé le reste de sa vie scientifique à soutenir que le programme atomique allemand n'avait jamais été proche d'aboutir à une arme, que les scientifiques allemands ne l'avaient pas vraiment poursuivi, que l'hésitation morale avait freiné l'effort. Ses anciens collègues de Farm Hall l'ont contredit. Les enregistrements capturés racontaient une autre histoire. Il y avait cru. Il l'avait poursuivi. Il avait simplement perdu le matériel qui rendait la chose réalisable. 40 kilomètres de production accumulée, déversés sur le sol d'un sous-sol et absorbés par la pierre norvégienne. Puis coulés dans le lac le plus profond de Norvège. Disparu 2 fois et disparu totalement. Jens Anton Poulsson, qui avait passé 5 mois à manger de la mousse de renne sur un plateau gelé pour rendre la mission possible, retournait au Hardangervidda chaque année pour le reste de sa vie. Il disait ne pas pouvoir expliquer précisément cet attachement. Il disait seulement que la vida en hiver était la chose la plus exigeante et la plus honnête qu'il ait jamais rencontrée. Elle exigeait tout et ne cachait rien. Elle l'avait réduit à l'essentiel, puis avait exigé qu'il continue malgré tout. Il y retournait toujours. L'histoire retient les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki comme la démonstration finale et décisive de la capacité nucléaire lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce que l'histoire retient moins, mais que les scientifiques impliqués comprenaient parfaitement, c'est que ces bombardements ont nécessité des années de recherche ininterrompues, une capacité industrielle illimitée et un point de décision spécifique en 1943, moment où le programme parallèle allemand a été définitivement brisé. Ce point de décision était un sous-sol en Norvège. Les outils étaient des charges d'explosifs plastiques assez petites pour être transportées dans un sac à dos. Les hommes qui les ont placés étaient 9 Norvégiens qui avaient survécu à des conditions qui auraient dû les arrêter avant même leur arrivée. Ils n'avaient pas détruit un bâtiment ou une installation, mais une possibilité. La possibilité que l'arme la plus dévastatrice de la guerre soit achevée en premier par le camp qui la poursuivait depuis le plus longtemps, avec les physiciens les plus qualifiés d'Europe et la seule réserve d'eau lourde au monde. Cette possibilité s'est écoulée sur un sol de pierre à 1h18 le matin du 28 février 1943. Et 9 hommes sont redescendus dans une gorge que la science militaire avait déclarée infranchissable, ont skié dans un blizzard et ont disparu. Si cette mission vous a marqué, vous comprenez déjà pourquoi elle est importante. Ce n'étaient pas des soldats au sens traditionnel du terme. C'étaient des Norvégiens qui avaient été chassés de leur propre pays et qui avaient passé des années à devenir les outils spécifiques nécessaires pour résoudre un problème spécifique. Leur précision n'était pas accidentelle. Elle était le produit de mois passés sur un plateau gelé qui aurait dû les briser et qui ne l'a pas fait. Dites-nous dans les commentaires quelle était, et selon vous, l'action unique la plus décisive de la Seconde Guerre mondiale, le moment où le résultat a véritablement basculé. Si vous pensez que cela s'est passé dans un sous-sol norvégien par une nuit de février, écrivez « Vemork ». Nous lirons chaque réponse. Si cette histoire vous a touché, aimez et abonnez-vous. Nous dénichons ces histoires oubliées chaque jour. Laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Et regardez cette vidéo suivante. Vous n'allez pas croire ce que ces hommes ont fait.